pour les 20 prochaines minutes, c'est de feuilleter ensemble en fait la collection sur les traces. Donc, on va commencer par une citation liminaire. Donc, ce matin, Fabrice citait Nicolas Bouvier pour l'usage du monde. Moi, je vais citer Gérard de Nerval, « Je voyage pour vérifier mes rêves ». Gérard de Nerval, qui, en plus d'être un auteur très reconnu du 19e siècle, a été un voyageur en fait émérite, en Orient notamment, mais aussi un voyageur finalement de l'imaginaire et voire même au bord de la folie. Et c'est justement, on y reviendra, donc si on passe au sommaire, quand on va s'intéresser au voyage et à l'intertextualité. Donc, comme un livre, on va continuer donc à feuilleter cette présentation, d'abord avec un avant-propos. Ensuite, on va s'intéresser à l'essence, donc aux raisons d'être de la collection, le voyage et l'intertextualité. Ensuite, on va s'intéresser au journal de bord, en fait, avec deux exemples. Un exemple d'adaptation évolutive et un exemple, le Winnipeg, donc je ne vous en dis pas plus, pour enfin vous révéler en fait le tome 1 de la collection sur les traces. Donc, avant-propos, plutôt que vous faire une biographie, j'ai préféré vous faire en fait une bibliographie avec cette photo de moi, donc petite, sur un bateau, un peu finalement comme Obélix. Et là, vous vous demandez peut-être vers où je vais. Je suis tombée dans les littératures quand j'étais petite. Au hasard de la bibliothèque familiale, j'ai pioché des livres et j'ai trouvé intéressant en fait de vous mettre les 11 livres que j'ai jugé en fait vraiment constitutif de mon imaginaire, mais aussi de mon goût du voyage. Donc des livres pour enfants comme Le Petit Prince ou Les histoires comme ça de Kipling, et d'autres livres qui m'ont emmené dans l'Algérie de l'époque coloniale avec L'étranger de Camus, dans les régions des États-Unis avec Les raisins de la colère, mais aussi Travel with Charlie, Across United States de John Steinbeck aussi, qui est en fait un récit de Steinbeck où il a traversé tous les États-Unis en campervan avec son caniche. Charlie, donc. Excellent livre. Kim de Rudyard Kipling, qui là s'intéresse à l'Inde coloniale. Donc voilà, en fait, c'est quelque chose que j'ai apprécié tout de suite, de toute petite, les livres. Et c'est pour ça que cette collection, en fait, est si importante pour moi, parce qu'elle va permettre, en fait, de relier presque ma vie d'avant, comme on dit souvent dans le tourisme, puisque j'ai fait des études littéraires, j'étais en classe préparatoire littéraire, et ma vie actuelle dans le monde du voyage. Donc, c'est vraiment, en fait, relier mon monde intérieur avec mon monde, finalement, extérieur. Et ce qui est important, en fait, aussi pour moi dans la collection sur les traces, c'est de ne pas reproduire une sorte d'élitisme qu'on voit souvent dans les milieux lettrés et de rendre en fait accessible, et on va voir comment ensuite, la littérature, l'histoire, la biologie, enfin plein de domaines au plus grand nombre. C'est pour ça aussi qu'on y reviendra, les voyages sur les traces sont en général des voyages en liberté. Et donc, pour citer Saint-Exupéry, toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Voilà. Et comme disait Thomas, je suis maintenant gérante de Terra Chile, donc je vis au Chili, mais j'ai commencé le voyage au Sri Lanka, en Asie. Et avant de partir au Sri Lanka, quand à la fin de mes études, on m'a proposé d'être conceptrice voyage au Sri Lanka, je ne savais pas vraiment le placer sur une carte, donc j'ai regardé où c'était sur une carte. Et ensuite, je me suis renseignée un peu sur le Sri Lanka et j'ai découvert rapidement qu'un de mes poètes préférés, en fait, avait été ambassadeur de Ceylan. Et il s'agissait justement de Pablo Neruda, qui était notamment ambassadeur de Ceylan. Il a vécu à Colombo. Donc, j'ai dit oui. Et quand j'ai voulu quitter l'Asie et qu'on m'a proposé plusieurs destinations en Amérique latine, le Chili était au milieu, donc ça m'a paru en fait comme une évidence de continuer à suivre les traces de Pablo Neruda, mais aussi les traces d'un autre auteur que j'apprécie énormément, Isabelle Allende. Donc voilà, maintenant on va s'intéresser, c'était pour la petite partie, pourquoi cette collection est si importante pour moi. On va s'intéresser en fait à l'essence de cette collection, donc en fait de sa raison d'être à sa mission. Donc, vestiges du réel ou de l'imaginaire, nos pas se mêlent à ceux qui m'ont imprégné des lieux, des peuples, des continents. Grands explorateurs, scientifiques, personnages de fiction, au fil de leurs histoires s'écrit l'histoire de notre voyage. Sur le décompte logistique des jours de voyage se calque un tracé historique ou mythique, un voyage dans le voyage.
Et c'est justement cette notion de voyage dans le voyage, donc comme je vous le disais avec la citation de Gérard de Nerval, qui va nous faire s'intéresser en fait à l'intertextualité. L'intertextualité qu'on va essayer de transposer en fait comme nouveau mode de voyage. Ça a l'air plus compliqué que ça l'est, comme souvent dans les études littéraires. Donc, en fait, l'intertextualité, qu'est-ce que c'est? C'est une étude qui est apparue dans les années 60, mais qui, en fait, existe depuis très longtemps, puisque Montaigne, déjà, dans les essais, disait « on ne fait que s'entregloser ». Et par là, en fait, il disait que, finalement, tous les textes n'est qu'un tissu de citations, de références, voire de plagiat à d'autres textes qui ont été écrits avant. Et vraiment, les années 60 a marqué, justement, un peu un penchant, un tournant, pardon, pour la critique littéraire avec l'étude de l'intertexte. Et donc, en fait, ce lien entre le texte de base et donc l'œuvre principale et les citations, les allusions, les références ou le plagiat. Si on adapte ce principe donc de l'intertexte au voyage dans la collection sur les traces, en fait, on va reprendre librement le principe. Donc, si vous êtes puriste de la littérature, vous allez peut-être trouver ça un petit peu tiré vers les cheveux. Et en fait, on va chercher dans le voyage, le ou les voyages en fait qui s'y cachent. Donc en fait, on va aller au-delà du carcan logistique qui est évidemment nécessaire et qui est une partie importante du métier de concepteur voyage, de producteur de voyage. Donc évidemment répondre aux questions des voyageurs de où est-ce que je dors, quand est-ce que je mange, comment je me rends du point A au point B. Mais à ça, en fait, on va venir ajouter une sorte de calque, en fait, pour faire une sorte de voyage augmenté. Et on va relier ce voyage, en fait, à d'autres voyages, réels ou fictifs, qui ont été réalisés dans un temps différent, mais dans un espace similaire. Donc, c'est ce qu'on voyait avec l'explication, en fait, de la collection, c'est qu'on va s'intéresser à plein, en fait, de types de voyages. Donc, sur les traces, c'est pas seulement des voyages littéraires, c'est pas seulement des voyages d'explorateurs, c'est vraiment, en fait, on essaye de pas se limiter, de prendre à la fois des voyages qui sont imaginaires, des voyages qui sont réels, et donc ça, vous allez le voir, en fait, quand je vais vous présenter le tome 1, pour essayer, en fait, de trouver à chaque fois le voyage dans le voyage. Vous allez me dire, peut-être, mais concrètement, ok, c'est bien beau, c'est de la théorie, comment on fait? Et comment on fait? En fait, c'est pour ça qu'on a décidé de reprendre en fait, un format d'antan. En fait, si on prend l'exemple de Darwin ou de Humboldt et de tous les naturalistes du 19e siècle, ils partaient sur des expéditions de 3, 5, 6 ans et ils avaient tout simplement des journaux de bord où tous les jours, ils notaient leurs observations, ils faisaient des relevés. Et en fait, on va reprendre ce système du journal de bord, mais ce sera un journal de bord qui aura été créé à l'avance pour le voyageur. Donc, il sera un support à la fois papier et numérique. Donc, vous voyez, le support que j'utilise là, en fait, c'est le même support d'un journal de bord. Chaque voyageur aura reçu en version livre son journal de bord avant le voyage. Et il l'aura aussi en version numérique. Pourquoi en version numérique et pourquoi en version papier? Alors, la version numérique, c'est pour avoir justement du contenu un peu dynamique, interactif, avec des podcasts, des vidéos, des cartes. Mais aussi, c'est important pour nous d'avoir une version papier, de se dire, en fait, on n'a pas besoin d'une connexion Internet. On n'a pas besoin d'énormément de technologie pour en fait un voyage sur les traces. Donc ça nous permet en fait aussi de répondre, comme on sait, on n'a pas tout le temps Internet quand on voyage, et aussi parfois on ne veut pas avoir Internet quand on voyage, on ne veut pas être collé à un écran, avoir en fait toujours les deux options. Et en fait, ce journal de bord reprend le principe du jour par jour, mais c'est un jour par jour qui ne va pas s'intéresser à la logistique, mais qui va s'intéresser au pourquoi, au sens du voyage. Et donc, en fait, à chaque jour viendra s'ajouter du contenu pour vivre, en fait, vraiment le sur les traces. Et c'est à la fois, évidemment, un outil avant le voyage, donc pour se renseigner sur son voyage, et aussi un très beau souvenir de voyage. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est assez important sur pourquoi on a développé le journal de bord. C'est dans l'industrie du tourisme actuellement, on voit surtout, quand on pense voyage littéraire, voyage historique, des voyages en petit ou moyen groupe avec des maîtres conférenciers. Ce qu'on veut en fait aussi avec la collection sur les traces, c'est redonner la liberté en fait aux voyageurs qui n'a pas forcément envie de voyager en groupe, qui n'a pas forcément les moyens aussi de voyager avec un maître conférencier, de voyager en fait librement et de retrouver cette aventure, cette sérendipité des grandes explorations, des romans.
Donc, pour être un petit peu plus concret, je vous ai préparé en fait 2 exemples de journaux de bord. Alors, attendez, hop, voilà, parce que ça me cache. Donc, un premier exemple, donc, le journal de bord, une page de journal de bord sur les traces de Humboldt et Darwin en Équateur. Donc là, évidemment, dans le carnet de voyage, vous allez avoir un jour 10 qui va vous donner votre hôtel, ce que vous allez faire dans la journée, toujours évidemment relié dans le cas des Galapagos à Darwin, mais vous allez aussi avoir un jour 10 dans votre journal de bord qui va s'appeler Comprendre la radiation évolutive. Et c'est un très bon exemple en fait cette page. Pourquoi ? Parce que c'est une page qui va assez loin en fait dans l'explication de la théorie de l'évolution et des prémices en fait de la théorie de l'évolution et du rôle qu'ont joué les Galapagos pour Darwin. Et en fait, c'est un bon exemple dans le sens où le principe, c'est aussi d'aller loin. C'est-à-dire, on ne veut pas faire du voyage thématique. On ne veut pas dire, bon, bah, dans l'intro, on vous a dit que c'était sur Darwin et sur Humboldt parce qu'il y a les Galapagos et ça, mais concrètement, pendant le voyage, vous n'allez rien savoir de Darwin ou rien savoir d'Humboldt. Ce n'est pas l'idée. Donc là, vous voyez que vous avez le schéma donc des pinsons de Darwin, donc des îles des Galapagos, une citation. J'ai déclaré que chez les 13 espèces de pinsons, on peut trouver une gradation presque parfaite, allant d'un bec extraordinairement épais à un bec si fin qui peut être comparé à celui d'une paruline. Donc ça, c'est un extrait du Voyage du Beagle, écrit par Charles Darwin. En fait, la radiation évolutive, qu'est-ce que c'est ? C'est une observation de Darwin, donc il a ramené beaucoup de spécimens de pinsons qui ont été ensuite dessinés, étudiés. En fait, il a remarqué que les animaux les pinsons se ressemblaient énormément, mais la forme du bec variait. Et de ça, en fait, il a commencé à en déduire que probablement ils étaient tous à la base à un même point et que pour des raisons météorologiques, sismologiques, ils ont été séparés sur différentes îles et en fait, ils se sont adaptés à la nourriture de chaque île. Et en fait, je pense que vous comprenez assez bien pourquoi on parle dans le cas des pinsons de Darwin des prémices en fait de la théorie de l'évolution. Et pour la version du coup numérique, vous pouvez cliquer ici. Hop, vous avez accès à un podcast que je vais... Ces pinsons, des fringiles américains, dans l'archipel des Galapagos, sont très différents à la fois morphologiquement et écologiquement. Donc il y a par exemple une espèce avec un bec fin qui vit dans les arbres et qui a un comportement d'insectivore. Il y a plusieurs espèces avec des becs plus gros qui vivent plutôt au sol avec des comportements de granivores qui mangent les plantes de la végétation basse des îles. Voilà. Vous enverrez le lien de toute façon. Donc, si vous êtes passionné de pinsons ou de théorie de l'évolution ou de l'équateur, vous pourrez en savoir plus. Un deuxième exemple donc, de page de journal de bord, c'est sur les traces de Pablo Neruda. Donc, au jour 3 où les voyageurs vont se rendre dans le port de Valparaíso, donc de la Plaza Sotomayor jusqu'au Barrio Puerto. L'idée est de rappeler un des moments historiques et de Valparaíso et dans la vie plutôt militante de Pablo Neruda avec l'arrivée du Winnipeg. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous le Winnipeg. Le Winnipeg, en fait, ça a été un bateau que Neruda a affrété en 1939 donc il partait de Bordeaux et qui arrivait à Valparaíso pour faire venir au Chili, donc accueillir au Chili les réfugiés politiques de la guerre d'Espagne. Donc là, on a un extrait du mémorial de l'île Noire de Pablo Neruda. J'ai aimé dès le début le mot Winnipeg. Les mots ont des ailes ou n'en ont pas. Les mots rugueux restent collés au papier, à la table, à la terre. Le mot Winnipeg est ailé. Je l'ai vu s'envoler pour la première fois sur le quai d'un embarcadère, près de Bordeaux. Le Winnipeg était un beau vieux bateau, auquel les 7 mers et le temps avaient donné sa dignité. On peut affirmer qu'il n'avait jamais transporté à son bord plus de 70 à 80 personnes. Le reste avait été constitué par des cargaisons de cacao, de copra, de sacs de café, de riz, par des chargements de minerais. Cette fois, pourtant, un affrètement plus important l'attendait, l'espoir. Et si vous cliquez, vous vous en doutez déjà, vous avez en fait un vieux documentaire, mais un documentaire très intéressant sur justement la traversée du Winnipeg. Donc ça permet justement, avant, pendant, après le voyage, de s'intéresser à ces moments constitutifs en fait du séjour. J'ai un petit problème. Ah voilà. Donc, maintenant, je vais vous présenter le tome 1. Donc, alors, le tome 1 est composé de 5 voyages. Pourquoi 5 voyages ? Parce que, vous vous en doutez, confectionner chaque journal de bord prend du temps. C'est beaucoup de
recherche pour trouver les sources pertinentes, les sources intéressantes, parfois pour créer du contenu, des podcasts, des enregistrements, pour rendre aussi le journal de bord le plus interactif possible. Donc, on a volontairement limité pour l'instant la collection à un premier tome qui, vous allez le voir, comprend à la fois des grands explorateurs, vous l'avez vu, des poètes, des artistes comme Neruda, et aussi des hommes historiques. Donc, je vais vous les présenter rapidement, un par un. Donc, comme vous l'avez vu, on va partir sur les traces de Humboldt et Darwin en Équateur. Donc, d'abord, on va commencer par les traces de Alexander von Humboldt. Donc, vous connaissez sûrement le nom, peut-être à cause des pingouins, peut-être à cause du courant. Jeune naturaliste et scientifique allemand, il a entrepris en fait à la fin du 19e siècle l'un des voyages d'exploration majeurs d'Amérique du Sud, puisqu'il a relié Quito à Lima en passant par la cordillère des Andes et notamment avec l'ascension du volcan Chimborazo. Alors, l'ascension qu'il a presque mené à bien, puisqu'il est arrivé à plus de 5000 mètres sur un volcan qui fait plus de 6000 mètres, mais on peut se dire quand même que pour le 19e siècle, c'est déjà un très bel exploit. Ensuite, on va s'envoler pour les Galapagos, donc pour revivre, comme on en a déjà parlé, une partie du second voyage du Beagle de Charles. Donc Charles Darwin, à ce moment-là, c'est un jeune naturaliste d'une vingtaine d'années, et c'est vraiment ce voyage, et notamment toute la diversité, en fait, toute la flore et la faune des Galapagos qui vont faire naître en lui les prémices de l'origine des espèces. Et chaque voyage, en fait, chaque voyage sur les traces, si évidemment il correspond à des temps antérieurs, reste vraiment d'actualité, puisqu'on peut dire que c'est en découvrant en fait les observations, la méthode scientifique, les récits de voyage qu'on va explorer en fait la genèse de grands concepts scientifiques qui sont toujours appliqués et d'autant plus d'actualité, comme la sismologie, la météorologie ou encore évidemment l'évolution des espèces. Ensuite, sur une note plus poétique, on va partir à la rencontre de Neruda. Donc, on va partir à la rencontre de Neruda au Chili. C'est un voyage, vous allez me dire, bah oui, bon, Neruda au Chili, c'est un voyage quand même assez classique. Justement, l'idée, c'est ce qu'on disait, c'est d'aller loin, en fait, dans la conception des voyages. Donc, on ne va pas se limiter aux 3 maisons-musées de Pablo Neruda, que sont la Sebastiana Valparaíso, la Chascona à Santiago et Isla Negra à Isla Negra. Mais c'est d'aborder en fait les différentes facettes de Pablo Neruda, donc le poète, mais aussi l'enfant, l'homme politique et le militant exilé. Donc en fait, Neruda a plein de facettes, donc on va comme dessiner plein d'univers parallèles dans le voyage et on va le suivre donc sur sa terre natale. On va explorer les lieux et les moments qui vont imprégner son imaginaire, ses œuvres et sa poésie. Donc on va se perdre dans la végétation luxuriante du sud du Chili, on va découvrir notamment Temuco et la région des lacs sous un autre angle, donc l'angle vraiment de Pablo Neruda, de sa vie issue d'un milieu modeste, très lié aussi au domaine ferroviaire, puisque son père était conducteur de train. On va aussi découvrir la gastronomie à travers Neruda, puisque Neruda était un épicurien, donc à la fois d'un point de vue gastronomie, érudit, collectionneur d'objets. Mais on va vraiment découvrir la gastronomie de Neruda qui va en fait vous permettre aux voyageurs de découvrir les saveurs, les produits locaux avec par exemple des plats souvent un peu incongru, du sanglier, une soupe de congre qui est le plat de Neruda par excellence. Mais on va aussi retracer son engagement politique, donc avec, comme on l'a vu, l'arrivée du Winnipeg, mais aussi un moment de sa vie qui est peut-être un petit peu moins connu, son exil en 1949, où justement il va fuir Santiago, descendre directement à la région des lacs, se cacher aux alentours du lago Ranco pour ensuite traverser la cordillère des Andes à cheval. Et à travers en fait les pas de Neruda, ce que ce voyage cherche à montrer, c'est toute la complexité historique géographique du Chili. Partons maintenant sur les traces de Napoléon en Afrique du Sud. Donc c'est notre incartade historique. C'est encore Napoléon qui décrit le mieux l'île de Sainte-Hélène. Sur ce roc minuscule au bout du monde, que pourrais-je faire? Le climat y est trop brûlant pour moi. Non, je n'irai pas à Sainte-Hélène. C'est comme ça que Napoléon a accueilli, Napoléon Ier, a accueilli la nouvelle que les Anglais, justement, allaient l'exiler, donc le 14 octobre 1845, sur l'île de Sainte-Hélène. Donc, tout d'abord, on arrive... Oh, oui, pardon. Juste attention, juste pour ton chrono, il reste encore que 8 minutes pour toi. Ah, bah parfait, ok, nickel. Je pensais que ça faisait 2 minutes que je parlais. Merci.
Donc voilà, donc l'idée du voyage de Napoléon en Afrique du Sud, c'est évidemment de passer par le Cap pour goûter le fameux vin de l'empereur et ensuite aller sur l'île de Sainte-Hélène qui en plus est une île excessivement isolée puisqu'elle est à 1900 km des côtes de l'Afrique et 3300 km des côtes du Brésil et voir en fait vivre les dernières années de l'exil de Napoléon et les moments clés de son exil. Et 2 autres voyages. Le voyage de John McDowell Stuart en Australie. Donc là, on repart sur un explorateur, donc moins connu, pas spécifiquement naturaliste, mais un explorateur dans tout son engagement et sa résilience, puisque John McDowell est un Écossais qui, en fait, a été le premier occidental à aller au centre de l'Australie. Pendant longtemps, l'Australie n'avait jamais été intégralement visitée par les Occidentaux et il y avait plein de mythes sur la Terra Australis, notamment est-ce que le centre de l'Australie est fertile, est-ce qu'il y a des mers intérieures. Et après 6 expéditions, John Stuart McDonald a atteint justement la région de Darwin et c'est un itinéraire en fait qui est prévu en camper van avec une tente justement sur le toit pour vraiment revivre en fait cette côté exploration au jour le jour et à la fois avec un carnet de voyage et à la fois avec le journal de bord, vivre en liberté la Stuart Highway. Le dernier, en 1 minute, ça va être Iracema dans le nord-est du Brésil, qui va, là on va suivre en fait les traces d'un roman. Donc le roman Iracema, qui est un des romans constitutifs de la littérature brésilienne du 19e siècle, qui a été écrit par José Alencar. Et en fait, ce roman est très intéressant parce qu'il présente d'un côté Iracema, jeune indienne, Martim, portugais, et leur amour contrarié. Et en fait, à travers le récit de ces 2 protagonistes, c'est une véritable déclaration d'amour à la géographie, à la faune, à la flore, mais aussi justement, c'est une métaphore de la rencontre entre ces 2 mondes. Donc voilà, ça c'était les 5 voyages du tome 1 de la collection sur les traces. Je vous enverrai de toute façon cette présentation si cela vous intéresse. Vous pouvez me contacter par Swapcard. Et évidemment, je tenais à remercier mes chats, Harry qui m'a suivi du coup sur les traces de Neruda en quittant Bali, en quittant l'Asie pour aller au Chili, et Joséphine qui ne manquera pas de me suivre très prochainement. Voilà, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Marie. Il reste 5 minutes pour les questions. Allez-y, c'était passionnant. Sinon, j'ai des questions à moi-même au pire. Eh bien, une question de Marie-Galen Viscontini. Peut-être vous demander, enfin peut-être, si jamais vous allez vous le demander dans 2 minutes, comment en fait ça marche pour la commercialisation du journal de bord. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de reprendre des techniques de commercialisation de maisons d'édition. Donc, au moment de la vente du séjour, de donner en fait des extraits du journal de bord pour évidemment donner à voir aux clients ce qu'ils auront pendant leur voyage, et c'est au moment de la vente du séjour que va être donné l'accès à la version numérique et que sera envoyée la version papier. Alors, je ne sais pas si tu l'as mentionné, Marie. Non, mais c'est mieux qu'il y ait votre caméra. Je me demande si, je ne sais pas si tu as évoqué le fait de commencer une histoire et tu laisses les clients, les voyageurs, terminer l'histoire. Non, alors ça, c'est une des parties du journal de bord qu'on va essayer de mettre en place, puisqu'évidemment, on est dans les phases de finalisation. On n'a pas encore de date officielle de sortie du tome 1, mais voilà, l'idée, c'est aussi de reprendre le journal de bord pour que le voyageur puisse faire en fait son propre journal de bord et qu'il puisse avoir justement une partie pour lui aussi être Darwin, lui aussi être Humboldt, lui aussi être John McDowell Stuart et noter ses observations, ses ressentis, voilà, pendant le voyage. Alors moi, je vais en profiter pour donner une autre anecdote. Je voyageais en Afrique du Sud et je lisais la biographie de Nelson Mandela pour me rendre compte que dans le bus dans lequel je roulais, je traversais les mêmes villages qui étaient mentionnés dans le bouquin au même moment. C'était un hasard. Et j'ai trouvé que c'était une impression un peu incroyable de lire un bouquin et de se retrouver au même endroit évoqué par le livre. Et voilà, il y a une vraie complémentarité entre le voyage et la littérature ou l'histoire. En tout cas, moi, j'ai adoré ton sujet, Marie. Voilà, j'espère qu'il y a peut-être une autre question. Je passe la parole. Si vous avez des questions sur le transport de chats, sinon aussi je peux y répondre. Je suis assez pointue sur le sujet.
Il y a Laure qui demande quelle communication, qui dit Irasema n'est pas très connu du grand public, comment attirer les voyageurs sur ce circuit et quelle communication est envisagée sur ces circuits? Alors, en termes de communication, on va plutôt au début, en fait, garder ce système en fait, de livres pour faire, encore comme les maisons d'édition, une sorte de catalogue, mais de livres tournés pour les voyages. Et pour Irasema, en fait, c'est aussi ça qui est intéressant. De la même façon que John McBolsworth est un peu connu, mais pas si connu que ça, que Darwin est connu de nom, mais que dans la pratique, peu de personnes connaissent vraiment bien sa théorie, c'est de piquer la curiosité, en fait, de dire, voilà, vous êtes intéressé soit par la région, soit par la littérature, mais ce qui est intéressant justement avec cette collection, c'est qu'il y a 2 entrées, en fait. Il y a une entrée, vous êtes intéressé par la région, est-ce que vous aimez la littérature ou est-ce que on peut vous proposer ce type de voyage ou est-ce que vous êtes intéressé par la littérature, venez au Brésil, venez dans le nord-ouest. C'est aussi pour ça qu'on ne va pas forcément sur des grands classiques ou quand c'est des grands classiques comme Neruda, on essaye de le revisiter. Merci. Et Alexandre demande, déjà te félicite, super idée, super presse, quel est le coût de ce journal de bord? Alors le coût du journal de bord, comme on est encore en train de le terminer, on n'a pas en mesure de donner un coût maintenant, mais c'est un coût qui sera de toute façon, on va dire, imputé au voyage. Après, maintenant, comme tout ce qui est l'auto-édition en fait, de livres est très, très démocratisé, par exemple avec ce logiciel que j'ai utilisé, c'est un coût qui va être surtout un coût de travail, de recherche, d'investigation, mais c'est un coût qui va rester en fait minime. Au final, je pense que pour les voyageurs, ce sera l'équivalent d'un livre de poche ou un livre broché. Ok, merci. Et Laure demande une dernière question. Du coup, tu as dit que c'était un voyage libre. Qu'est-ce qui est compris dans le prix? Alors, en fait, dans voyage libre, ce que j'entends vraiment, puisque chaque voyage ensuite est un peu différent, il y en a qui sont guidés, il y en a qui sont en location de voiture. Voyage libre, c'est vraiment pas du voyage historique en groupe avec un maître de conférence. Après, chaque voyage, évidemment, aura un circuit, donc un jour par jour, donc comme je disais, pour aussi avoir ce côté logistique qui est finalement nécessaire à notre métier, avec un prix et les inclus. Mais ça va dépendre véritablement de chaque voyage. Par exemple, en Australie, on est en camper van. Au Chili, ça va être un mélange d'autotour et de visites guidées. Iracema, en Nord-Est, on va plutôt être en service privé aussi. Merci beaucoup. On n'a pas le temps, je suis désolé, Pierre, Alexandre, on ne peut pas. Mais n'hésitez pas à Des m'écrire dernières sur questions, mais Swapcard. n'hésitez pas, oui, voilà. Écrivez-moi De toute sur façon, Swapcard et je vous réponds avec plaisir. Exactement. Voilà. Et à la sortie du tome 1, je ne manquerai pas évidemment de vous envoyer toutes les infos. Évidemment. Voilà. Merci beaucoup Marie. On va continuer ce voyage digital avec le Groenland dans 5 minutes dans l'autre salle. Voilà. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir Marie. Au revoir.